Bonjour à tous, je pense qu'on va commencer. Je m'appelle Tapsova Azaf. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je vais vous présenter mes travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon mémoire de fin d'études. Alors, c'est un mémoire que j'ai réalisé au sein du Risk Management PNC d'AXA France, euh, dans le cadre justement de mon mémoire de fin d'études. Donc, c'est un mémoire qui a été encadré par Yanis Benatia et Philippe Zongrana, qui travaillent au risk management, que je tiens à remercier pour leur accompagnement. Je profite aussi pour remercier Monsieur Christian Yann Robert de l'INSAE Paris, qui m'a aussi accompagné dans la réalisation de ce mémoire-là. Donc, tout au long de la présentation, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Et je vais réserver 15 minutes à la fin pour répondre aux différentes questions. Donc, le mémoire a porté sur l'application de l'apprentissage profond au provisionnement agrégé non-vie. Donc, l'apprentissage profond ici, c'est une traduction française du mot deep learning en anglais, qui est une sous-famille de modèles du machine learning. Donc, j'ai été assez euh, surpris quand je préparais mon mémoire justement de voir l'intérêt qu'il y a autour de ces modèles de machine learning là, de leur application dans le monde de l'actuariat. Euh, non seulement en voyant le nombre d'articles qui sont publiés sur le sujet, mais aussi plus récemment, on voit qu'il y a de plus en plus de mémoires qui sont faits sur le sujet. Cela s'explique par plusieurs raisons. On a euh, la puissance de calcul qui est de plus en plus disponible et accessible. On a des bibliothèques qui sont très bien construites, performantes en R ou en Python, qui permettent très rapidement, très facilement de mettre en œuvre ces modèles-là. Et on sait aussi que les assureurs, ils ont de grandes masses de données qui sont disponibles. Et justement, tout cela est favorable justement à l'implémentation de ce genre de modèle-là. Donc, je pense que c'est une famille de modèles qu'on va voir de plus en plus arriver dans le toolbox de l'actuel. Et dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressé à deux modèles qui ont été proposés par un chercheur appelé Andrea Gabrielli, euh, qui a proposé deux modèles qui permettent d'intégrer un modèle paramétrique de régression, comme le modèle linéaire généralisé typiquement, dans une architecture de réseau de neurones. Donc, l'idée, c'est d'initialiser le réseau de façon à ce qu'à l'état initial, il puisse avoir les mêmes prédictions que le modèle classique considéré. Et lors de l'apprentissage, le réseau essaie d'améliorer la prédiction du modèle classique considéré. Donc, bien entendu, on a une architecture de réseau de neurones particulière qui permet justement cette initialisation-là. Donc, on a deux avantages. C'est que, premièrement, l'apprentissage est accéléré parce qu'au lieu de commencer comme traditionnellement avec une initialisation aléatoire de nos paramètres, on commence déjà par initialiser nos réseaux avec notre modèle classique. Donc, ça permet d'avoir un temps d'apprentissage qui est beaucoup plus court. Et puis ensuite, ça va nous permettre aussi d'avoir une certaine traçabilité de notre modèle euh, et de faciliter l'interprétation. C'est que c'est un enjeu qui est important quand il s'agit de construire des modèles en actuariat. Donc, la présentation va s'articuler autour de quatre points. Euh, on va voir dans un premier temps le cadre général du mémoire. Ensuite, nous verrons comment formaliser théoriquement les deux modèles que nous avons étudiés. Dans un troisième temps, nous verrons comment on a mis en œuvre ces modèles-là concrètement et les résultats qui ont été obtenus. Nous finirons par une conclusion. Lorsqu'on parle de provisionnement de façon générale et comptablement, on fait référence à une charge future dont le montant n'est pas connu par avance ou l'échéance n'est pas connue.
Donc, c'est une notion qui est particulièrement importante en assurance, comme vous le savez, étant donné l'inversion du cycle de production. Donc, en assurance, l'assureur vend un service avant de savoir combien ça va lui coûter exactement. Donc, c'est un vrai enjeu pour lui de pouvoir estimer justement cette charge-là dans son bilan. Et en assurance non-vie, en particulier, on a une provision qui est importante qui s'appelle la provision pour sinistre à payer, qui découle directement du cycle de vie de l'assurance non-vie. Euh, donc, lorsqu'un sinistre survient, en général, on a un certain délai qui s'écoule avant que le sinistre ne soit déclaré. Donc, c'est un délai qui est le plus souvent réglementé, mais qui existe. Et une fois que le sinistre est déclaré, on a en général plusieurs paiements qui vont dépendre aussi de la branche considérée. Euh, mais en général, on a plusieurs paiements jusqu'à la clôture du sinistre. Donc, à la date d'inventaire, on a donc plusieurs incertitudes. D'abord, pour les sinistres qui ont eu lieu, donc il y a une incertitude sur le montant des paiements total qui sera effectué jusqu'à la clôture du sinistre. Et aussi, on a une deuxième incertitude sur tous les sinistres qui sont survenus au cours de l'année, certains n'étant pas encore déclarés à la date de clôture, en fait. Donc, l'enjeu pour l'assureur, c'est de pouvoir estimer euh, pour tous les sinistres survenus, qu'ils soient déclarés ou pas, le montant qui sera payé à l'ultime, c'est-à-dire à la clôture de tous ces sinistres-là. Donc, c'est un vrai enjeu d'abord parce que euh, les PSAP, les provisions, ça constitue vraiment une grande partie du passif du bilan de l'assureur. Et, euh, et donc, pour connaître en fait la valeur des fonds propres de l'assureur, pour pouvoir évaluer aussi de sa solvabilité, c'est important de pouvoir connaître ou avoir une bonne vision de ses provisions. Et d'une année à l'autre, justement, les variations des provisions vont aller impacter aussi notre compte de résultats. Donc, si on a des prédictions qui sont volatiles et ou qui varient beaucoup d'une année à l'autre, ça implique aussi une volatilité dans le résultat et ça impacte la communication financière de la boîte. Et ces dernières années, on a vu qu'il y a une pression de plus en plus importante et qui est réglementaire sur justement l'estimation de ces provisions-là. Et l'idée, c'est de protéger les assurés, justement en ayant une bonne connaissance du bilan de l'assureur. Et le stage que j'ai effectué, le mémoire s'est fait dans le risk management d'AXA France. Et l'une des missions justement de cette équipe, c'était ce qu'on appelle la seconde opinion des réserves. Donc les réserves étaient calculées par les équipes, différentes équipes actuarielles et le risk management était chargé de donner une seconde opinion. Et dans ce cas-là, justement, avoir des méthodes, plusieurs méthodes qui donnent des visions différentes, justement, en fonction des données. On sait qu'il n'y a pas une seule méthode qui est correcte et qui s'applique dans tous les contextes, mais en fonction des données, en fonction aussi de l'application des hypothèses de nos modèles avec justement ces données-là, on a un modèle on va retenir plutôt qu'un autre. Donc, c'est important d'avoir ce spectre-là euh, qui vient de différents modèles et ça permet aussi de quantifier, de mitiger ce qu'on appelle le risque de modèle. Donc, quand il s'agit d'estimer nos provisions pour sinistres à payer, nous avons différentes approches qui sont adoptées de façon générale. En ce qu'on appelle des approches individuelles, dites individuelles, où nos PSAP seront calculés par groupe de sinistres homogènes. Euh, On a des approches qui sont dites collectives ou à l'inverse, les données seront agrégées en triangles de développement, ce qu'on appelle les triangles de développement, et les PSAP sont calculés en fait par année d'accident. Donc, dans la classe des modèles dits individuels, euh, en général, les modèles qui sont utilisés sont basés sur du machine learning, où on a notamment la possibilité de modéliser des, des, des dépendances qui sont non linéaires, euh, de modéliser des trucs qui sont un peu plus complexes. Mais l'inconvénient, c'est que ce sont des modèles qui sont difficilement interprétables et qui ont besoin de plus de données
que les modèles classiques qu'on utilise. Donc, et ces modèles classiques-là, justement, on les utilise dans la classe des modèles dits collectifs. On a le chain leader et ses variantes, on a les modèles type GLM, qui ont l'avantage d'être simples à implémenter et à interpréter, mais nous aurons certaines limites. Ce que nous proposons dans le cadre de ce mémoire, c'est justement d'appliquer un modèle de type machine learning dans une approche collective, en fait. Nous allons voir comment cela est fait exactement. Donc, les deux modèles que nous avons mis en œuvre, on a un premier modèle que nous appellerons dans la suite NNODP, pour Neural Network Over Dispersed Poisson Model, qui va permettre de prédire en fait une variable cible qui est les paiements incrémentaux pour une certaine année d'accident et une certaine année de développement. Un deuxième modèle, le modèle NNDODP, qui est une extension du modèle NNODP qui va permettre de prédire deux variables cibles, les paiements incrémentaux et les nombres de sinistres déclarés. Donc, l'idée générale, comme je le disais tantôt, de ces deux modèles-là, c'est d'intégrer un modèle classique, comme un GLM, par exemple, dans une architecture de réseau de neurones. On initialise de façon astucieuse les paramètres de notre réseau, de façon à ce que, à l'état initial, notre réseau ait les mêmes prédictions que le modèle classique. Et lorsque l'apprentissage est lancé, le modèle essaie d'améliorer les prédictions du modèle classique. Donc, les principaux avantages, c'est que l'apprentissage est plus rapide, c'est plus flexible, euh, plus facilement interprétable, et aussi on a la possibilité d'explorer une procédure de bootstrap pour estimer l'erreur de prédiction. Donc, ça vient bien entendu avec des contraintes opérationnelles qui sont plus importantes en fait. Donc, le modèle classique que nous avons considéré, c'est le GLM poisson avec surdispersion, qui suppose en fait que il existe un paramètre phi positif tel que nos paiements incrémentaux X, Y, J suivent une loi de Poisson en fait. Donc, avec une moyenne qui s'écrit mu IJ et une variance phi mu IJ. Donc, pourquoi ce modèle-là? Parce que si on se place sous certaines conditions, notamment si on suppose que la moyenne a une structure croisée, donc on retombe sur les mêmes estimateurs du modèle de chain leader, qui est comme une référence en termes de provisionnement en envie. Donc, ces deux modèles qui ont certaines limites, hein, ils ne sont pas les mêmes, mais ils ont le même prédicteur sur certaines conditions. Pour le modèle de poisson, justement, ça sera l'hypothèse d'indépendance, justement, qu'on a sur les paiements incrémentaux, qui est souvent forte en pratique. Et il faut aussi avoir disposé de paiements incrémentaux qui sont positifs. Donc, lorsqu'on a des recours, en général, on peut se retrouver dans une situation où cette hypothèse n'est pas vérifiée. Euh, donc, en général, lorsque le montant des recours est important, on peut l'estimer séparément. Mais si ce n'est pas important, ça peut être difficile de faire une estimation séparée de nos recours, en fait. Et sur le modèle de chain leader, on fait une hypothèse, en fait, d'absence d'effet calendaire. Donc, on n'a pas un effet calendaire qui est pris en compte dans le modèle. Donc, par exemple, si on a une inflation des coûts lors d'une certaine année calendaire, c'est probable, une inflation exceptionnelle, probable que le modèle de chain leader ne puisse pas le capter. Et on suppose aussi qu'il y a une certaine linéarité entre les années de développement lorsqu'on passe d'une année J à une année J plus 1. Donc, les deux modèles que nous proposons sont basés sur les réseaux de neurones. Alors, c'est quoi, très rapidement, un réseau de neurones? C'est une composition de transformation linéaire suivie de fonctions d'activation non linéaires. Donc, plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire? On va partir d'une unité élémentaire qu'on va appeler le neurone, qui est simplement une fonction mathématique, hein, qui prend en entrée des variables et qui retourne en sortie une fonction non linéaire de la combinaison linéaire de ces variables. Et donc, un réseau de neurones, ça sera tout simplement un empilement de ces neurones-là.
Et chaque neurone est défini comme le perceptron. Et la couche de sortie sera toujours une fonction non linéaire de la combinaison linéaire de cette couche cachée-là qu'on vient de créer. Et on peut aussi toujours aller plus loin en empilant plusieurs couches cachées pour créer un réseau de neurones. Et comme ça, on arrive à créer des fonctions qui sont plus complexes et qui permettent de capter des liens qui sont non linéaires, en fait. Donc, le premier modèle que nous allons voir, c'est le modèle NNODP, qui va prendre en entrée l'année d'accident et l'année de développement et qui va fournir en sortie une prédiction du montant de paiement incrémental XIJ. Donc, on a une première couche intégrée qui sert juste à projeter, vu que nos années d'accident et nos années de développement sont des variables catégorielles, ça va permettre tout simplement de projeter ces variables-là sur un espace de dimension réduite, en fait, favoriser l'apprentissage. Et nous avons ici ce qu'on appelle une skip connection qui est très important dans le cadre de ce modèle-là, qui va permettre de connecter notre couche d'entrée directement à notre couche de sortie. Et c'est ça qui permet d'initialiser convenablement les paramètres de notre réseau de neurones. On va le voir tout à l'heure. Si on formalise mathématiquement ce modèle-là, bon, ici, je précise qu'on va utiliser comme fonction d'activation une fonction exponentielle, en fait. Et ça va nous permettre justement de retomber sur les prédictions du modèle GLM. Donc, ça va s'écrire comme l'exponentielle d'une partie que j'ai mis en vert ici, la skip connection, ça sera oméga alpha i plus bêta j, plus une seconde partie qui est notre réseau de neurones, en fait, qui vient de notre réseau de neurones. Donc, comme je le disais, de façon classique, ce qui est fait, c'est que ces paramètres-là sont initialisés aléatoirement. Et là, ce qu'on va faire, c'est que à l'état initial, on va estimer, on va initialiser alpha, i et bêta, j par les paramètres du modèle de Poisson. Oméga sera pris comme 1. Oméga, c'est comme une pondération qu'on donne à notre modèle classique. Et le paramètre B sera mis à 0. Et on voit bien qu'on va commencer avec la prédiction de notre modèle GLM, qui n'est rien d'autre que la même prédiction que notre modèle de chain leader. Notre deuxième modèle va permettre de prédire euh, à la fois la charge incrémentale XIJ et les nombres de sinistres déclarés NIJ. Donc, ça prend toujours en entrée l'année d'accident et l'année de développement. L'idée de ce modèle, c'est de permettre un apprentissage mutuel, en fait. Donc, on va se servir de l'information sur les nombres de sinistres déclarés pour améliorer la prédiction de nos charges incrémentales. Donc, on a un modèle NNODP, le premier que je viens de présenter, sur les paiements et un deuxième sur les nombres de sinistres qui sont intégrés, en fait. On introduit des interactions entre ces deux modèles-là pour permettre d'améliorer la prédiction de nos charges incrémentales. Donc, pour mettre en œuvre ces deux modèles-là, nous avons utilisé deux jeux de données séparés. Un premier jeu de données qui est simulé avec un simulateur qui a été proposé par Mario Vutric. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Donc, en général, le défi qu'on a lorsqu'on essaie d'implémenter de nouveaux modèles de provisionnement, c'est de tester leur performance, en fait. En général, on se place dans une situation, on est dans une situation où on n'a pas une vision de nos réserves. Les vraies réserves, on les a pas. Donc, c'est justement ce qu'on essaie d'estimer. Et c'est un vrai défi, en fait, de pouvoir évaluer la qualité de nos modèles. Donc, ce que Woodridge a proposé justement à travers ce simulateur qui est calibré sur des données réelles de grands assureurs européens, c'est de se placer dans une situation idéale où nous simulons un certain nombre de sinistres jusqu'à la clôture. Et donc, lorsqu'on se place à une date calendaire donnée, on a quand même l'information sur les sinistres futurs et ça va nous permettre après de comparer nos réserves par rapport aux vraies réserves.
Donc, c'est une situation idéale, mais qui va nous permettre de tester nos modèles. Et après, on a aussi mis en œuvre ces deux modèles-là sur un jeu de données réel de la branche MRH pour voir ce que ça donne concrètement, euh, voilà, en conditions réelles. Et justement, pour mesurer la performance de nos modèles, donc, avec le premier jeu de données, on a effectivement la chance d'avoir la vision réelle de nos réserves. Donc, vu on a simulé la sinistralité jusqu'à la clôture, donc, on pourra directement comparer par rapport aux vraies réalisations de nos réserves. Et sur les données réelles, en général, on ne peut pas le faire parce qu'on ne connaît pas les vraies réserves. On va utiliser ce qu'on appelle le CDR, le Claims Development Result, qui sont en réalité des boni Mali. Donc, le CDR est défini comme la différence entre ma charge à l'ultime prédite en année, ici en année K-1 et en année K. C'est-à-dire, lorsque je passe d'une année calendaire à l'autre, comment varient en fait mes charges prédites à l'ultime. Donc, et cet indicateur-là, on peut le décomposer en deux parties. Une première partie qui représente la variation de ma réserve d'une année à l'autre et une deuxième partie qui va représenter en fait la qualité de la prédiction de ma diagonale en cours. Donc, lorsque je me place en année K-1, j'ai une prédiction de ma diagonale K. Et en année K, je vois quel est l'écart par rapport à ce qui était prédit. Donc, ça, cet indicateur-là, il est évalué bien entendu par année d'accident. Donc, pour pouvoir comparer facilement nos modèles, euh, j'ai construit des scores qui seront simplement une pondération de ces différents indicateurs-là pour toutes les années d'accident. Euh, donc, la pondération est faite en fonction de la charge incrémentale de l'année en cours. Donc, le CDR, comme je dis, ça mesure, c'est un indicateur global qui est décomposé en deux parties. Une première partie qui capte un peu la stabilité de mes réserves d'une année à l'autre. Une deuxième partie qui va mesurer un peu la qualité de ma prédiction à horizon 1 an. Donc, l'un des défis, sinon le défi majeur, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des modèles de machine learning, c'est justement de trouver le bon modèle, en fait, un modèle qui se généralise suffisamment. Donc, c'est que le machine learning, c'est basé principalement sur les données. On observe ce qui se passe sur les données. Et on essaie de tirer un modèle qui est suffisamment généralisable. Donc, il faut être à mesure de ne pas surapprendre. Et ça se fait notamment par d'abord la sélection des paramètres, le nombre de couches qui sont retenues, par exemple, ou le nombre de neurones par couche et aussi en introduisant de la régularisation. Moi, j'avais utilisé l'ajout de couches drop-out euh, et ça permettait justement de prévenir contre le surapprentissage. Et donc, nous aurons besoin bien entendu, de données individuelles que nous allons séparer en deux parties égales. Euh, une première partie qui va servir à l'apprentissage, une seconde partie qui va servir au test en fait. Et en observant l'erreur de notre modèle sur la base d'apprentissage et sur la base de test, on arrive à identifier en fait le nombre d'époques à retenir pour prévenir contre le surapprentissage. Donc, en mettant en œuvre ces deux modèles-là, d'abord sur nos données simulées, donc nous avons simulé 6 lobes différents avec différentes caractéristiques. Donc, ce qui va varier, c'est le volume, la dispersion, ainsi de suite de nos différentes lobes. Et d'abord, si on voit euh, sur nos différentes lobes, on voit bien que par rapport au modèle de chain leader où on avait en moyenne, disons, 6% d'écart par rapport à nos vraies réserves, on a une amélioration de cette prédiction-là. Donc, sur le premier modèle NNODP, on passe à environ 2% et c'est approximativement la même chose pour le modèle NNDODP. Donc, on voit qu'il y a une vraie amélioration en fait de nos résultats. Ce que j'ai fait, c'est de voir un peu, de comparer les erreurs de prédiction que je commets en utilisant, par exemple, le modèle NNODP
par rapport à ce que j'avais sur le modèle de chain leader. Donc, ce qu'on peut observer déjà sur le premier graphe à gauche, c'est qu'on a une forte corrélation en fait entre ces deux erreurs-là. Donc, ça veut dire que lorsque mon modèle de chain leader commettait une erreur, le modèle NNODP avait aussi tendance à commettre une erreur du même signe, en fait, mais avec une amplitude qui est moins élevée. Donc, on peut le voir, c'est encore plus flagrant sur la densité qui est représentée. On a une forte masse autour de zéro pour le modèle NNODP avec des queues de distribution qui sont moins larges, en fait. Donc, en fait, il y a une logique en fait, de correction des prédictions de notre modèle de chain leader, en fait. Et sur la branche, les données de la branche MRH, j'ai aussi mis en œuvre les deux modèles que j'ai présentés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une forte amélioration de nos scores par rapport au modèle de chain leader, que ce soit le delta R ou le score actual versus expected. Donc, on a une amélioration en utilisant le modèle NNODP. Et en ajoutant l'information sur les nombres de sinistres, on voit que on améliore encore un peu plus la prédiction de notre modèle. Euh, En général, quand on met en œuvre des modèles actuariels, il est important de pouvoir aussi avoir euh, une idée de l'erreur de prédiction qu'on commet. C'est un indicateur qui est important. C'est en général compliqué de le faire lorsqu'on met en œuvre des modèles de machine learning. On n'a pas souvent une estimation de l'erreur de prédiction, mais avec les deux modèles qui sont proposés, on a pu en mettre en œuvre en fait une procédure de bootstrap pour estimer justement l'erreur d'estimation, vu que l'apprentissage se fait relativement vite. euh, donc, on arrive à estimer nos erreurs de prédiction dans un temps qui est raisonnable. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on simule un triangle supérieur euh, en se basant justement sur les résidus de personnes, par exemple. Et on va calibrer nos modèles sur ces différents triangles-là. Et à la fin, on aura une distribution de la prédiction de nos réserves. Et cela va nous permettre en fait d'estimer l'erreur de prédiction. Et on va estimer notre erreur de process par l'erreur de process du modèle de Poisson. Excusez-moi. Donc, ce qu'on observe sur les données simulées d'abord, c'est qu'on a une amélioration en termes de volatilité. On a une volatilité plus faible en utilisant le modèle NNODP. Donc, surtout pour les années d'accident les plus récentes, on a, on a un écart qui est notable. Et sur les données de la branche MRH, on a à peu près la même observation. Donc, ici, en année 10, je pense qu'il y a une tempête qui a eu lieu, la tempête Lothar et Martin. Donc, on a délibérément laissé ces données-là dans le triangle pour voir un peu euh, la différence de traitement qu'il y a entre le modèle de chain leader et le modèle NNO, les deux modèles que nous avons mis en œuvre. Notamment en année 10, on voit que, on a une erreur qui explose pour le modèle de chain leader. Et par contre, notre modèle permet d'avoir une erreur qui est plus contenue, on va dire. Donc, lorsqu'on met en œuvre le modèle de chain leader, les quantités qui sont intéressantes à regarder sont les facteurs de développement. Les facteurs de développement, on sait qu'avec le modèle de chain leader, on suppose que le facteur de développement ne dépend pas de l'année d'accident. Donc, ce qu'on a fait, c'est d'aller d'abord de calculer ces facteurs de développement individuels là sur les données réelles. Donc, en rouge, sur le graphe à droite, en rouge, j'ai représenté le facteur de développement cumulé du modèle de chain leader. Et sur le même graphe, j'ai représenté les facteurs de développement individuels calculés par année d'accident. Donc, on voit que le modèle de Schneider essaie de prendre une moyenne sur toutes les années d'accident. Et en reprenant en fait les prédictions de nos deux modèles-là et en voyant un peu comment, en recalculant justement ces facteurs de développement-là, on observe quelque chose qui est similaire en fait.
Donc, au milieu, on a le facteur de développement du modèle de chaîne leader et on a à côté les facteurs de développement individuel. Donc, ce que le modèle essaie de faire, c'est de différencier en fait le développement en fonction de l'année d'accident, en fait. Euh, et, et ce faisant, ça permet d'améliorer en fait la qualité de notre prédiction. Donc, voilà. Et lorsqu'on représente, par exemple, les résidus de notre modèle, c'est-à-dire on compare la prédiction de notre modèle par rapport à la prédiction de notre modèle de chaîne leader, on obtient en fait cette figure-là. Donc, lorsque c'est proche de zéro, ça veut dire que nos modèles ont à peu près les mêmes prédictions que le modèle de chaîne leader. Et lorsque ça s'écarte, voilà, ça veut dire que le modèle s'écarte des prédictions du modèle de chaîne leader. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour les années d'accident, euh, ici, on a les années d'accident et sur l'axe des abscisses, on en est les années de développement. Désolé. Donc, ce qu'on observe pour les années d'accident, c'est que pour les années d'accident intermédiaires, donc notre modèle a à peu près les mêmes prédictions que le modèle de chaîne leader. Et lorsqu'on va vers les années d'accident les plus récentes, on a une correction à la baisse et une légère correction à la hausse, en fait, pour les années d'accident les plus, euh, les plus récentes, en fait. Donc, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il n'y a pas de variation brusque, en fait, de cet indicateur-là. On peut se dire qu'il n'y a pas de surapprentissage, comme si euh, les deux modèles, ça, c'est valable autant pour le modèle NNODP que le modèle D, le deuxième modèle, en fait. Donc, on a une correction des prédictions de notre modèle de chaîne leader. Donc, donc, l'interprétabilité, on sait que c'est un sujet qui est important en assurance, justement, de pouvoir avoir des modèles interprétables. Donc, ça permet d'abord de valider nos modèles, pouvoir comprendre les modèles, c'est aussi pouvoir les valider, que ce soit auprès de la CPR ou même auprès du top management. Euh, la communication au sein de l'entité, c'est quelque chose qui est important. Il y a aussi un enjeu de protection des données qui est derrière. Donc, c'est, c'est un réel enjeu lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des modèles de machine learning en assurance. Et c'est quoi l'interprétabilité? Euh, donc, c'est de pouvoir, en fait, euh, présenter en des termes compréhensibles à un humain. Donc, il y a plusieurs définitions qui peuvent être retenues, mais il est évident que l'interprétabilité aussi va dépendre des acteurs qu'on a en face, selon que c'est le top management, que c'est la CPR, bien sûr. Il faudra adapter un peu le discours et les besoins en termes d'interprétabilité ne sont pas les mêmes, en fait. Donc, on a plusieurs techniques d'interprétation de modèles qui sont disponibles dans la littérature. On a une première classe de techniques qui sont dites intrinsèques, où on va tirer des conclusions directement à partir de notre modèle. Donc, en général, c'est faisable sur des modèles dits interprétables directement, comme un modèle linéaire, par exemple. On pourra, par exemple, à partir des coefficients, tirer des conclusions sur ce que le modèle fait. Et on a des modèles à l'inverse qui sont dits boîtes noires où on ne pourra pas directement tirer des conclusions en observant les paramètres de nos modèles. Donc, c'est des modèles dits boîtes noires et on va passer par des techniques dites post-op. On va observer les données que le modèle reçoit en entrée et les sorties que le modèle produit pour pouvoir en fait tirer des conclusions sur ce que le modèle fait. Donc, nous avons mis en œuvre un modèle d'interprétation qui est le graphe de dépendance partielle, qui va permettre de représenter en fait euh, la variation de nos prédictions en fonction d'une variable cible. Donc ici, on va considérer l'année d'accident. On va par exemple, quelle est la prédiction moyenne de nos modèles pour la première année d'accident, toute année de développement confondue, ainsi de suite. On le fait pour le modèle euh, les deux modèles étudiés ainsi que pour le modèle de chain leader. Et ça permet de comparer un peu les prédictions qui sont données. Ce qu'on voit ici sur le graphe à droite, c'est que
nos deux graphes sont assez proches. Euh, donc, déjà, il n'y a pas d'écart majeur en termes d'interprétation par rapport à notre modèle GLM. On va voir que nos prédictions sont légèrement plus euh, hautes ici en termes de montant pour les années d'accident les plus vieilles et, euh, et les années d'accident les plus récentes. Et au milieu, on aura à peu près le même graphe. Donc, justement, c'est là l'intérêt aussi de se baser sur un modèle classique de base et de voir ce que le réseau euh, apporte comme modification. Ça permet d'avoir justement cette traçabilité-là. Et ce que j'ai fait, c'est aussi de réestimer les paramètres de mon modèle en utilisant simplement le modèle GLM. Donc, ça n'a pas d'intérêt particulier, sinon de voir si on a des évolutions gênante en termes de coefficients. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on part des prédictions de notre modèle et qu'on réentraîne notre GLM sur ces données-là, et qu'on compare avec les paramètres initiaux de notre modèle de GLM, on a à peu près les mêmes ordres de grandeur. Donc, ça veut dire qu'en termes d'interprétation, on ne s'écarte pas de notre modèle GLM initial et on a aussi les mêmes signes à peu près. Donc, notre modèle, il ne change pas euh, fondamentalement l'interprétation ou bien les paramètres de notre modèle GLM, mais il essaie en fait d'apporter des ajustements, on va dire. Voilà, donc dans le cas du mémoire, on a vu deux modèles qui sont basés sur la même logique, c'est-à-dire intégrer un modèle paramétrique dans un réseau de neurones. Donc, cela se fait d'abord par l'architecture du réseau, donc la façon dont c'est construit justement avec cette logique de skip connection qui permet ensuite de pouvoir intégrer, de pouvoir initialiser nos paramètres convenablement. Ça se fait aussi par le choix de la fonction d'activation, comme on l'a vu, qui est essentiel ici. Donc, les avantages, c'est que ça permet d'accélérer le temps d'apprentissage et cela nous a permis de mettre en œuvre une procédure de bootstrap pour estimer les erreurs de production. Ça permet aussi de faciliter l'interprétation des résultats. Donc, bien sûr, ça vient avec plus de complexité. Donc, il faut faire un effort supplémentaire, non seulement pour implémenter le modèle, euh, mais aussi pour communiquer sur les résultats du modèle. Et on a besoin aussi de plus de données, notamment des données individuelles. C'est deux modèles qui sont intéressants parce qu'ils s'appliquent dans plusieurs contextes, comme vous pouvez le deviner. Donc là, on a vu comment ça s'appliquait concrètement dans le cadre du provisionnement, mais les modèles GLM sont des modèles qui sont utilisés beaucoup, notamment en tarification, par exemple. On peut imaginer pouvoir utiliser un tel modèle, par exemple, dans ce cadre-là. Et là, on s'est limité à deux variables, uniquement l'année d'accident et l'année de développement, pour se passer à ISO donné par rapport au modèle de chain leader. Et on peut imaginer pouvoir ajouter d'autres variables, par exemple, pour améliorer la prédiction, comme par exemple euh, la lobe ou par exemple la partie du corps qui est blessée, le véhicule, ainsi de suite, pour pouvoir permettre justement d'améliorer la qualité de la prédiction. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'arrive à la fin de ma présentation. Euh, je vais maintenant répondre aux questions. Merci beaucoup pour l'appréciation. Effectivement, euh, ouais, je pense que je n'avais pas été très clair. En effet, c'est un modèle qui est interprétable, mais c'est sûr qu'il est moins interprétable que le modèle de chien leader. Et justement, l'idée avec le fait d'intégrer dans un modèle, dans un modèle classique, dans un réseau de neurones, c'est toujours de faciliter l'interprétation, mais ça reste un peu plus complexe que le modèle de chien leader. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre attention et
et je vous souhaite un bon après-midi.